Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette dernière émission du Nouvel Esprit Public avant les fêtes, avant les thématiques des fêtes que je vous annoncerai tout à l'heure. Et d'abord, quelques petites nouvelles de notre petite entreprise. Pour Noël, nous avons substantiellement enrichi le site de l'émission. Vous en connaissez l'adresse, le nouvel esprit public sans séparation.fr. Sur ce nouveau site, vous trouverez les textes de présentation de la trentaine de sujets que nous avons traités depuis le 10 septembre. Et vous trouverez aussi nos brèves de ces 3 derniers mois. Et cela pourrait vous donner des idées de cadeaux. Vous y trouverez les indications nécessaires à souscrire un abonnement, c'est-à-dire à nous permettre de diffuser 52 émissions par an, à en garantir l'indépendance et l'accessibilité, accessoirement à nous protéger de la malveillance. Et cela pourrait aussi vous aider à trouver des idées de cadeaux. Il s'agit donc, après le financement participatif qui nous a permis de démarrer, d'un abonnement de, comme on s'abonne à un journal, 5 € par mois pour l'abonnement de base, 15 € par mois pour l'abonnement d'encouragement et 30 € par mois pour l'abonnement de parrainage. Ne perdez pas de vue que nombre de ceux qui ont apprécié nos conversations hebdomadaires par voie hertzienne ne savent pas qu'elles ont repris sur la toile et en podcast, donc n'hésitez pas à faire tourner le lien avec notre site. La nouvelle formule de ce site est susceptible de beaucoup d'améliorations, c'est pourquoi nous serons heureux et reconnaissants des avis et suggestions que vous pourrez nous envoyer. Nous sommes, comme vous le savez, partenaires de l'hebdomadaire Le 1, autre idée de cadeau, qui publie cette semaine un numéro intitulé « Demain, j'arrête le sucre », dans lequel on apprend, entre autres sur la base de documents confidentiels, comment une industrie agroalimentaire favorise de dangereuses addictions. La semaine dernière, nous avions fait une sorte de thématique avec Alex Taylor sur le Brexit. La semaine dernière, je n'avais pas recensé l'intérêt du numéro du 1. Il était intitulé « Macron, la force fragile » et j'y ai trouvé un très intéressant et original point de vue de Marc Lambron. Nous allons donc maintenant essayer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et avec François Sureau, avocat et écrivain. Nous commençons par nous intéresser à la situation en Corse. Dimanche dernier a eu lieu en Corse le second tour des élections territoriales pour la nouvelle collectivité unifiée. Déjà largement majoritaire lors du premier tour, la liste des autonomistes et indépendantistes, PA Corsica pour la Corse, emmenée par Gilles Simeoni, a recueilli 56,5% des suffrages, soit 41 sièges sur les 63 que comptera la nouvelle Assemblée corse. Cette nouvelle collectivité unique en France réunit les 2 départements de l'île et la collectivité territoriale en une seule et même instance. Elle verra le jour au 1er janvier 2018. Le reste des suffrages se partage entre la droite régionaliste de Jean-Martin Mondoloni, 18,7%, la République en marche, 13,2% et les Républicains, 11,5%. Aucun parti de gauche n'avait réuni assez de voix au premier tour du scrutin pour figurer au second tour. Le scrutin a par ailleurs été marqué par une forte abstention. 52,6% des inscrits ne se sont pas rendus aux urnes. Fort de leurs résultats, les autonomistes et indépendantistes réclament plusieurs concessions à ce qu'ils appellent le gouvernement de Paris. Parmi ces revendications figure la mise en place d'un statut d'autonomie pour la Corse au-delà de la collectivité unique actuelle, la reconnaissance de la langue corse comme seconde langue officielle, la création d'un statut de résident corse pour accéder à la propriété sur l'île et l'amnistie des prisonniers politiques, dont ceux qui ont été condamnés pour l'assassinat du préfet Erignac. Mardi, le leader autonomiste Gilles Simeoni a exhorté le gouvernement à sortir, je cite, du silence et du déni pour ouvrir un dialogue véritable afin de trouver un règlement politique par le haut à la question corse. Le même jour, son allié indépendantiste Jean-Guy Talamoni déclarait sur France Info « La Corse n'est pas une circonscription électorale, c'est une nation ». S'affichant ouvert au dialogue, le Premier ministre Édouard Philippe a proposé de recevoir début janvier à Matignon les nouveaux dirigeants de la collectivité corse. Il a cependant rappelé que la solution, pour girondine qu'elle soit, devrait s'inscrire dans le cadre de la Constitution et le gouvernement a chargé Mme Jacqueline Gouraud, ministre déléguée au Premier ministre de l'Intérieur, de suivre ce dossier corse au sein du gouvernement.
Les négociations qui vont s'ouvrir sur le statut d'autonomie de la Corse font écho à celles d'une autre île de la République. En Nouvelle-Calédonie, le référendum sur l'autodétermination de l'île doit avoir lieu avant novembre 2018. Le résultat pourrait entraîner une indépendance pure et simple de cette collectivité française d'outre-mer et par là même ne pas manquer d'influence sur le destin de la Corse. Sur cette question, François Sureau. Oui, Philippe, je vais partir par la fin, en réagissant à la déclaration du Premier ministre qui dit si on doit... on peut faire un certain nombre de choses, mais on ne peut pas modifier la Constitution. Je voudrais faire remarquer, pour le plaisir de l'analyse, l'incohérence de cette position, dans la mesure où la France passe son temps à modifier sa Constitution pour la rendre compatible avec des règles qui ne sont pas davantage des règles nationales. Après tout, la plupart des règles européennes ne dérivent, dans la généralité des cas, y compris ceux qui affectent la vie quotidienne des Français, ne dérivent d'aucune consultation démocratique particulière. Et pourtant, ça ne nous empêche pas, depuis 75 ou 80, en fonction des évolutions de la jurisprudence, de modifier notre Constitution pour la rendre compatible avec des règles européennes auxquelles on ne peut pas considérer que nous ayons démocratiquement souscrit règle par règle. Je suis pour ma part plutôt partisan de l'Union européenne, je le précise, mais ce que je veux dire, c'est que je suis assez frappé de cette incohérence conceptuelle dont je pense qu'un jour elle apparaîtra aux yeux du grand public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier la Constitution pour permettre à telle directive d'avoir tel effet lorsqu'elle ne l'avait pas initialement, et en revanche se refuser à modifier la Constitution pour tel autre aspect. Le deuxième élément, je pars de la fin, je pars des demandes, c'est les deux langues. Alors moi je souscris tout à fait, étant hostile à toute forme de provincialisme en général, à l'idée que le français est la langue de la République, naturellement. Mais enfin, après tout, on accepte, ou on a accepté volontiers, et je sais que des projets ont circulé en ce sens, l'édiction de chartes des langues régionales permettant globalement d'arriver au même résultat pratique. Donc, cet élément ne me paraît pas dirimant. Ce qui me frappe maintenant, si on prend l'autre bout, c'est-à-dire la position de la Corse, c'est que j'ai quelquefois l'impression, pour connaître un peu et aimer cette île assez particulière, que les gens ne voient pas réellement ce qui s'y passe. En réalité, on se dit, mais c'est extraordinaire, en Corse, les autonomistes et les indépendantistes prennent la majorité. C'est un mouvement qui, à bien des égards, rappelle le mouvement qui a eu lieu en France, où, après tout, l'élection du récent président de la République a fait disparaître la droite classique et la social-démocratie. C'est-à-dire des choses qui, jusque-là, structuraient l'espace politique français. Or, la droite classique et la social-démocratie en France, ce qui était autrefois l'UMP et le Parti socialiste, avaient quand même un tout petit peu plus de légitimité démocratique et d'ancrage national que n'en avait le système clanique gouverné par 4 familles, 3 bons hommes et 12 confréries, qui prévalait en Corse depuis une bonne trentaine ou une quarantaine d'années, si pas davantage. Et donc, en réalité, ce qu'il y a dans la victoire, qui est une victoire de Simeoni, qui n'est pas une victoire de Talamoni, c'est un dégagisme absolument caractéristique, dont je ne sais pas s'il emprunte le chemin du nationalisme ou s'il reflète une option nationaliste fondamentale. Et ce qui me frappe, c'est que cette chose est assez peu dite. Le deuxième élément qui me frappe aussi, c'est la métaphore du rocher qui avait été employée naguère par Jean-Claude Casanova. Au fond, le patriotisme corse, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais jusque-là, il est comme un rocher à l'intérieur de l'océan du patriotisme français. Le patriotisme français ayant, pour caractéristique de diminuer, quelles que soient les rodomontades des uns et des autres, eh bien évidemment, cette baisse de la marée fait jaillir le patriotisme corse. En réalité, les Corses, c'était quoi pour les Corses la France dans les deux siècles, dans le siècle qui vient de s'écouler? C'était globalement l'aventure coloniale et l'instruction publique permettant à un berger de devenir gouverneur des colonies ou conseiller d'État. La ruine de l'instruction publique d'une part et d'autre part la perte de l'empire colonial entraîne absolument naturellement l'idée pour les Corses d'aller voir ailleurs. Alors voir ailleurs, c'est voir dans l'île, ce qui est paradoxal pour des gens qui précisément jusque-là avaient plutôt cherché les grands espaces, mais je crois que c'est dans ce trouble fondamental qu'il faut chercher une partie de ce vote qui est au moins autant imputable à la modification d'orientation, au trouble du projet français, qu'à une volonté
d'avoir une Corse réellement indépendante. Alors vous me direz, pourquoi est-ce qu'ils ne cherchent pas le grand large dans l'Europe? Mais parce que c'est pas du tout la même chose, ça n'est pas du tout la même praxis, ça n'est pas du tout le même espace. Je veux dire, aller sur le continent, aller au lycée, rentrer à l'école normale supérieure, aller à la FOM, devenir officier dans les troupes coloniales, c'est assez simple. Ça veut dire quoi, faire carrière en Europe? Ça veut dire s'inscrire dans une unité de lobbying destinée à corrompre les parlementaires européens ou les fonctionnaires de la Commission? Non, ça ne marche pas comme ça. Bon. Donc en réalité, le chemin d'accès vers l'universel, et les grands espaces, qui étaient jusque-là le système républicain français, est un système qui s'est trouvé progressivement fermé pour les Corses, ce qui fait que maintenant ils ont tendance à rêver à autre chose. Marc-Olivier Badis. Avant de dire mon accord avec ce qu'a dit François Sureau, je pense sur le point constitutionnel dans l'expression du Premier ministre, je pense qu'il sous-entendait, même s'il l'explicitait pas complètement, les deux points sensibles de la Constitution qui sont la place de la langue française et la reconnaissance ou non d'un peuple, entre guillemets, corse. Puisque jusqu'à présent, c'est ce qui a bloqué effectivement dans les revendications corse. En revanche, je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas spécifique à la Corse dans l'évolution politique qu'on vient d'assister, c'est-à-dire cet affaiblissement des grands partis nationaux au profit là de la mouvance patriotique avec ce rapprochement des indépendantistes et des autonomistes. C'est effectivement quelque chose qu'on a observé lors de la dernière élection présidentielle en France, l'affaissement des grands partis qui structuraient la vie politique d'une manière générale et qui s'observe d'ailleurs aussi à d'autres endroits en France au niveau local. On voit des responsables politiques qui privilégient dans le fond leur ancrage local par rapport à leur appartenance nationale. Sans faire une comparaison entre la Corse et le nord de la France, on voit bien que la décision de Xavier Bertrand de se retirer du Parti des Républicains pour miser plus sur son ancrage régional fait partie d'une logique générale dans lequel les électeurs sont sensibles à l'implication locale, à l'ancrage local des responsables politiques. Et je pense que c'est un peu à ça qu'on a assisté dans le cas corse. Et puis, il y a une autre chose qui départicularise, si je puis dire, cette situation, c'est le fait que s'emparer de l'opportunité institutionnelle donnée par la collectivité territoriale unique, dans le fond, les Corses s'en saisissent, mais c'était ouvert à tout le monde. Bon, les Alsaciens n'ont pas saisi cette opportunité, peut-être qu'ils pourront y revenir. Mais enfin, c'est aussi un autre élément qui permet de retirer au folklore corse ce qu'il peut avoir de particulier. Il y a un troisième aspect aussi qui relève d'une dynamique plus large, qui est cette demande d'autonomie régionale. On l'a observé au niveau européen dans d'autres pays. Bien sûr, on a tous en tête la Catalogne, qui est un cas assez récent, les Basques aussi en Espagne, mais l'Italie du Nord, avec néanmoins une grosse différence, c'est qu'il s'agit dans les autres cas de régions plutôt riches, bien insérées dans les échanges commerciaux européens, alors que la Corse ne peut pas s'appuyer sur les ressources économiques propres ou sur un développement économique endogène. La Corse est économiquement extrêmement dépendante quand même du reste du pays. Et donc ça va quand même limiter les revendications. Moi, je suis très frappé par le changement de ton, même s'il y a toujours cette dénonciation de Paris. Tout de même, dans l'interview qu'il a donnée au Monde, Gilles Simeoni dit par exemple qu'il met de côté tout ce qui est régalien, sur lequel apparemment il n'y a aucune revendication. Et quand il dit finalement progressivement les institutions de la Corse devront se voir reconnaître un pouvoir législatif de plein droit dans les domaines de compétences fiscales et de l'économie en général, il réduit quand même les ambitions autonomistes au maximum, sachant que là aussi, la question de
des ressources fiscales propres aux collectivités locales n'est pas un problème spécifiquement corse. Toutes les collectivités locales en France ont un problème de ressources fiscales, et donc là aussi, ce n'est pas très particulier. François Bujon de l'Étang. La Corse, c'est un problème très français, mais il faut le situer aussi dans le contexte européen, je crois, parce qu'il est quand même frappant, ça nous interpelle, comme on dit dans le langage postmoderne, de voir que plus l'Europe cherche à avancer et à s'affirmer, plus les particularismes locaux, les appétits d'indépendance ou d'autonomie se manifestent à droite et à gauche. Marc-Olivier parlait de la Catalogne, on peut parler de l'Écosse, on peut parler des Flamands, on peut parler de tout ce que l'on veut. Il y a une espèce d'inquiétude, je dirais, d'un grand nombre de communautés devant leur absorption dans un ensemble plus grand. Ils sont inquiets devant la mondialisation, ils sont inquiets devant l'Europe, et tout ceci ravive au fond souvent des particularismes ou des appétits d'autonomie ou d'indépendance qui sont anciens. Alors dans le cas strictement français et corse, il s'y mêle la vieille querelle traditionnelle entre Girondins et Jacobins, que l'on voit ressurgir évidemment à cette occasion. Elle est assez naturelle. Le gouvernement de la République est jacobin, au fond. Il l'est dans son ADN, je dirais. Et les revendications des Corses pourraient très largement être accommodées dans un système girondin. Alors, ce qui est très intéressant dans l'évolution de la Corse, me semble-t-il, c'est plusieurs choses. Le premier, c'est effectivement, François Sureau l'a mentionné, le dégagisme et l'élimination de ce qu'on appelle les partis de gouvernement, mais qui en fait en Corse se traduisaient par un certain nombre de clans et de clans familiaux, les Roccassera dans un coin, etc. Et le vote qui vient d'avoir lieu est un vote qui élimine tout cela et qui en effet se situe bien à l'ère macronienne, puisque les pièces sur l'échiquier ont été complètement changées et nous n'avons plus maintenant que des autonomistes et des indépendantistes qui ont fait alliance dans le cadre de la coalition qui vient de gagner l'élection pour la collectivité territoriale et qui vont chercher ensemble à obtenir la satisfaction d'un certain nombre de revendications par le pouvoir de la République à Paris. Alors, on ne sait pas très bien d'ailleurs quelle est la problématique. Elle n'est pas quand même d'une folle clarté, puisque les indépendantistes disent qu'en réalité, c'est pas tellement l'indépendance qu'ils recherchent. Et si on va au fond des choses, on s'aperçoit que leurs revendications sont des revendications autonomistes, beaucoup plus que des revendications indépendantistes. Effectivement, Marc-Olivier a raison, Simeoni écarte tout le régalien de ces revendications, ce qui devrait faciliter le traitement de la chose, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pense en réalité. L'argument de la modification de la Constitution est un argument, je dirais, de séance en réalité. Vous avez raison, on sait très bien modifier la Constitution quand il le faut. Alors je sais bien que c'est devenu difficile après les élections sénatoriales, mais ce n'est pas un argument très sérieux. Sur le fond, le tout est de savoir qu'est-ce que le gouvernement de la République peut accorder comme degré d'autonomie qui aille au-delà du statut de collectivité territoriale, qui déjà en soi d'ailleurs est un pas très clair dans cette direction. Qu'est-ce qu'il peut accorder sans toucher au credo républicain traditionnel? Et ce n'est pas très facile. Les choses les plus évidentes, comme l'amnistie des assassins du préfet Erignac, par exemple, ce n'est pas acceptable, et la République le dira très vite, bien entendu. D'autres, les questions de langue, les questions culturelles sont peut-être plus faciles à traiter, même si elles chiffonnent un certain nombre de sensibilités. En réalité, ce que les Corses veulent reconnaître, indépendamment de la protection de leur territoire, de la protection de leur paysage, de la halte à la construction à laquelle le statut de résident corse devrait répondre, ce sont souvent des revendications de nature culturelle, c'est-à-dire se faire reconnaître comme nation. Ça me rappelle ce que j'ai vécu au Canada, par exemple. C'était tout à fait la revendication des Québécois. Se faire reconnaître comme une nation dans un ensemble qui n'est pas du tout jacobin, si vous permettez juste que je termine pour montrer les limites de cette comparaison, mais qui au contraire était ultra-girondin, puisqu'il s'agit d'un gouvernement fédéral. Oui, c'est drôle que vous disiez ça, parce que, écoutez, M. Simeoni, révérence parler, j'ai repensé à un humoriste québécois, Yvan Deschamps, qui au moment du premier référendum sur le Québec, on reprochait beaucoup aux Québécois de ne pas être très clair dans ce qu'ils cherchaient. Il a dit, mais c'est très simple, ce que veut le Québec, c'est un pays
indépendant à l'intérieur d'un Canada uni. C'est tout à peu près ce qu'il faut. Oui, c'est ça. Jean-Louis Bourlange. C'est pour clarifier le débat. C'est une question, cette question corse, c'est une question très que je vis depuis longtemps, puisque certains auditeurs l'ont rappelé, j'ai fait mon stage administratif en 76 en Corse, aux côtés d'un préfet corse, Jean Riolacci, pour lequel j'avais énormément d'estime et qui nous a quittés il y a 1 an. Et d'une certaine façon, c'est l'échec de ce qui a été tenté à ce moment-là qui est en cause. Autre part, je suis marié, enfin j'étais marié, mais ma femme a disparu avec une Corse, et j'ai donc un lien très très profond avec cette île. Et enfin, je suis très lié d'amitié avec par la famille, avec notamment les grands élus communistes de l'île, pour lesquels j'ai d'ailleurs beaucoup de sympathie, d'amitié et de respect. Donc je parle pas d'une façon neutre de cette affaire. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par François Sureau, on est en plein paradoxe. Sur la Constitution, je ne citerai qu'une chose. C'est vrai qu'on brandit ça. Bon, la langue, ils emploient le terme langue officielle. Qu'est-ce que c'est que la langue officielle? La langue de la République, et depuis peu d'ailleurs, le français. La langue officielle, il suffit d'aller en Corse pour savoir que tous les noms de villages, etc., tout est en double nom. Ça pose le problème des actes juridiques, ça c'est quand même important, savoir quels seront. Bon, il faut évidemment maintenir la prééminence du français, puisque c'est la définition qui nous est commune à tous. Mais en revanche, sur la Constitution, il faut voir que le président de la République lui-même prend de grandes libertés avec la tradition. Quand il parle, vous savez que je suis très très pro-européen, mais quand il parle de souveraineté européenne, je dresse l'oreille, je me dis, de quoi s'agit-il? La souveraineté, c'est un pouvoir qui n'est lié par rien. Alors, est-ce que si l'Europe est un pouvoir qui n'est lié par rien, que devient la souveraineté nationale? Donc, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire des compétences très larges, un pouvoir européen. Bon, mais enfin, on manipule des notions actuellement qui sont extrêmement indéterminées. Et donc, il n'est pas étonnant que des problèmes de constitutionnalité soient posés en termes désacralisés. La deuxième remarque que je voudrais faire sur le dégagisme, là aussi je suis d'accord avec ce qu'a dit François Sureau, il y a une chose qui est très frappante, c'est le formidable succès au 2e tour des présidentielles de Marine Le Pen dans l'île, qui est à certains égards le contraire de la revendication de nationalisme corse, puisque c'est une revendication de nationalisme français intégrale, dirait Charles Maurras. Donc on est là, on voit bien que les Corses mettent leur bulletin de vote là où ils peuvent, et pour exprimer un mécontentement fort et pour exprimer un dégagisme. Troisième, d'ailleurs, sur cette affaire de dégagisme, et troisièmement, sur l'autonomie. Alors, l'autonomie, on voit bien que la clé, c'est un accord entre les autonomistes de Simeoni et les nationalistes de Jean-Guy Talamoni. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un paradoxe, c'est qu'il n'y a pas de pays moins autonome, un peuple, si on veut, moins autonome que le peuple corse. En termes sociologiques, la Corse, c'est l'illustration parfaite de la division du travail. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, de Saïgon jusqu'à Bamako, ont exercé, et en France aussi, ont exercé une fonction d'encadrement. À la romaine, une fonction d'encadrement policier, militaire, juridique, dans le secteur public, dans le secteur privé, macro, c'est une fonction d'encadrement de la société. En revanche, ils n'ont jamais été très fans, très engagés dans les processus de production, ni dans les processus de créativité scientifique. C'est pas leur faire injure que dire ça. Ils ont exercé une fonction romaine. Et alors, c'est ce peuple qui a donc besoin de gens qui produisent en bas, de gens qui sont dans des rapports scientifiques, saint-simoniens, au-dessus d'eux ou à côté d'eux, qui veulent être autonomistes. Donc il y a un vrai paradoxe. Donc on peut dire que le problème des Corses, c'est pas de couvrir sur un petit territoire toutes les fonctions d'une société, alors qu'avant, dans l'ordre impérial, ils avaient couvert sur un immense territoire une fonction d'encadrement juridico-administratif, avec d'ailleurs beaucoup de savoir-faire. Donc on est là. Donc quel est leur but? Le but est assez simple. Ça, j'ai très bien vécu ça quand j'étais en stage. Quand j'étais en stage, on avait les deux clans. On avait le clan Rocasser et le clan de Jacobi.
Et l'autonomisme, c'était le troisième clan. Ne l'appelons pas clan pour ne pas être désobligeant. C'était ceux qui disaient pourquoi tout passe par eux. La relation avec l'État français, elle est fondamentale. On n'est pas du tout dans la situation de la Catalogne. On a un besoin très fort de la solidarité nationale française. Donc l'enjeu profond, c'est de contrôler la relation avec Paris. Ce n'est pas de se rompre cette relation avec Paris, c'est de la contrôler, de contrôler les sols, donc de contrôler... alors les sols, il y a eu une lutte qui a été vertueuse pendant longtemps, parce que les Jacobins, avec notamment le sénateur Alfonsi, qui dirigeait le conservatoire du littoral, ont développé un effort immense pour s'approprier un certain nombre de zones littorales qui ont été très protégées, et les nationalistes eux-mêmes, étant contre les implantations, faisaient sauter les implantations qui ne leur plaisaient pas. Donc il y a eu une protection très, très sensible. Quand on compare la situation du littoral corse à celui de la Côte d'Azur, par exemple, on voit bien que c'est beaucoup mieux protégé. Maintenant, ça peut être l'inverse. Mais en tout cas, ils veulent ajouter à cela le contrôle des résidents. Ça, c'est très dangereux pour les Corses eux-mêmes. Donc ça va se heurter parce que ça va forcément faire effondrer les valeurs immobilières. Tous ces gens qui ont des villas à vendre, etc., à partir du moment où on ne pourra pas les vendre à des continentaux ou à des étrangers, le marché intérieur devient extrêmement limité et c'est pas bon. C'est pas bon pour le commerce. Il y a une solution qui est la solution suisse, qui est au lieu de décréter quelque chose pour l'ensemble de l'île, de faire des votations par village. Et où là, les gens autorisent ou n'autorisent pas des personnes non résidentes, oui. Ce qui donnerait un peu plus de souplesse. Vous avez raison, il va y avoir un festival d'innovation intellectuelle et juridique qui vont être faites. Donc le contrôle des sols, évidemment le contrôle de l'argent public, le contrôle de la manne, il faut que ça passe par eux. Et ça et le contrôle des emplois, notamment des emplois publics. Donc c'est ça les grands enjeux, et derrière ça, les enjeux symboliques alors les enjeux symboliques, c'est la langue. Là, je crois qu'on n'est pas très loin de trouver un modus vivendi en latin, c'est très bien, tout à fait convenable. Et en revanche, là, quelque chose qui sera très difficilement acceptable, on aura une amnistie, évidemment, pour l'ensemble des désordres qui ont été faits, mais pas, je pense, pour des crimes de sang aussi évidents que le meurtre du préfet Erignac. Et de ce point de vue-là, je dois dire que les Français de métropole n'ont pas suffisamment vu que jusqu'à présent, c'était Talamoni qui parlait, mais c'était Simeoni qui dirigeait l'affaire, et Simeoni est quand même un client autrement plus pas facile d'ailleurs, mais plus responsable que Talamoni dans son rapport avec la capitale. François Sureau. Oui, je pense que, moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a 2 ou 3 choses qu'on ne soulève pas en effet assez. La première chose, c'est que c'est la fin d'un cycle de la violence qui a commencé à Aléria. Et en réalité, ce qui est très très frappant, et qui a commencé à Aléria précisément au moment où l'empire colonial finissait de disparaître, parce que c'est ça le fond du sujet. Et ça, il y a un élément d'optimisme à voir que c'est Simeoni, un type qui tient des discours rationnels, qui est parfaitement capable de discuter avec le Premier ministre, et des gens qui vont globalement peut-être faire cesser de sauter les perceptions. Donc moi je suis optimiste, si vous voulez, sur la manière dont se clôt ce cycle historique commencé avec cette décolonisation qui a véritablement été un traumatisme pour les Corses, eu égard aux fonctions qu'ils avaient jouées dans l'Empire. Le deuxième élément, c'est l'élément de paradoxe. Et là, je viendrai un peu au soutien des positions corses. Et Jean-Louis le disait très bien, il ne se passe pas 2 jours où le président de la République, sur d'autres sujets, ou des membres de sa majorité, prennent des positions qui ne sont ni plus ni moins effarantes sur le plan constitutionnel que les demandes du peuple faites par les Corses. Il y a un processus de révision constitutionnelle qui est en train d'être engagé, sur lequel des groupes de travail à l'Assemblée nationale travaillent. Et parmi ces groupes et les propositions qui sont faites, y compris des groupes de la majorité actuelle, il y a l'idée, par exemple, de modifier le préambule de la Constitution pour expliquer que les hommes sont les égaux des femmes, chose par ailleurs inutile, puisque la jurisprudence constitutionnelle le prévoit, mais enfin, pour renforcer cet aspect, les hommes sont égaux des femmes, tout comme il existe un peuple corse. C'est les femmes qui doivent être les égaux des hommes, non ? Peut-être, oui. Enfin, en tout cas, ça doit être un truc bijectif, réciproque, etc. Mais enfin, si vous voulez, je suis très très frappé toujours de la résistance, de cette espèce
crispation ontologique face à des évidences. C'est évident qu'il y a des Corses, ça fait 200 ans qu'on en parle, c'est évident que les hommes sont des égaux dans les femmes, on en parle plutôt moins souvent que... comment dire, ça a été moins longtemps une évidence que le fait que les Corses étaient des Corses, après tout. Donc si on se décide de frapper des évidences dans la Constitution du type les hommes et les femmes sont égaux, pourquoi pas dire qu'il y a un peuple corse? Troisième, autre chose qui permet de dégonfler également ce débat, quand vous prenez des projets de loi récents comme le projet de loi sur le droit à l'erreur, qui va être discuté prochainement à l'Assemblée nationale, vous vous rendez compte que l'idée d'expérimentation au besoin dérogatoire au droit commun est une idée extrêmement générale et fort prisée par le président de la République. Donc, si on veut faire de l'expérimentation partout, c'est pourquoi? C'est bien pour déroger à la règle générale qui est celle de la République. Et ça ne choque absolument personne. Pourquoi est-ce que ça choquerait s'agissant des Corses? Moi, depuis le temps que j'aime la Corse et que je m'intéresse à la Corse, je suis quand même très frappé de voir que la Corse concentre une inquiétude française. La Corse est infiniment moins violente, et quand j'étais jeune, était infiniment moins violente et moins corrompue que le département du Var. Et personne ne disait qu'il fallait donner congé à messieurs Arex et Soldani pour les renvoyer dans leur pénate. Donc, si vous voulez, il me semble qu'il y a un excès d'inquiétude relativement à la Corse. Et à la fin, je veux dire que je comprends également une part de leur patriotisme, à mesure où, au fond, qu'est-ce qui tient les Français ensemble et qui justifie le jacobinisme? C'est l'idée d'un véritable projet républicain d'émancipation de l'homme par l'instruction publique et une voix originale de la France dans le concert des nations. À l'heure actuelle, globalement, on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut. La France est devenue une espèce de grosse Suisse membre de l'Union européenne qui intervient au Mali avec des troupes exceptionnelles et un président moderne. Bon. Ça ne suffit pas à faire penser qu'elle porte un projet distinct qui justifierait qu'on empêchât un peuple particulier de suivre sa tradition nationale. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions donc à notre deuxième sujet, traditionnellement de politique internationale. En nous entendant et en nous écoutant, je me suis aperçu que j'avais oublié de donner tout à l'heure dans les petites nouvelles une bonne nouvelle qui sera d'autant plus appréciée que cette émission est aujourd'hui particulièrement riche en testostérone, c'est que Michaela Wiegel nous reviendra à partir du mois de janvier. Ça, c'est une excellente nouvelle, Philippe. Voilà, nous sommes très heureux de voir que les censures ont été levées. C'est donc maintenant au Proche-Orient que nous allons nous intéresser, puisque au début du mois, le président des États-Unis a reconnu officiellement la ville de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et qu'il a annoncé le transfert de l'ambassade américaine aujourd'hui située à Tel Aviv sans préciser le délai. Donald Trump a présenté cette décision comme la réalisation d'une promesse de campagne qui fait écho à des revendications profondes au sein du Parti républicain. Il a également rappelé que le Congrès avait déjà voté en 1995 une loi en ce sens, sans cesse ajournée par ses prédécesseurs. Si elle ne rompt pas directement avec la position traditionnelle des États-Unis, cette décision revêt une portée symbolique importante. À la création de l'État d'Israël en 1947, la ville de Jérusalem devait être placée sous administration internationale, d'abord divisée d'est en ouest après la guerre israélo-arabe de 1948. Elle a connu une administration israélienne de fait depuis l'invasion de Jérusalem-Est pendant la guerre des 6 jours. Cette situation n'a cependant jamais été reconnue par la communauté internationale qui rappelle la nécessité de revenir aux frontières de 1967 pour garantir une solution à 2 États. Si les dirigeants israéliens ont salué un pas historique, une majorité de chefs d'État a en revanche pris ses distances avec la décision américaine. Lors d'une réunion d'urgence convoquée le 8 décembre, les Nations Unies ont déploré une décision, je cite, qui sape les perspectives de paix dans la région et qui n'est pas conforme aux résolutions du Conseil de sécurité. Les autorités saoudiennes ont dénoncé, je cite, une initiative injustifiée et irresponsable, tandis que le roi de Jordanie ou le roi du Maroc ont rappelé leur attachement au symbolisme de Jérusalem où se trouve le 3e lieu saint de l'islam. Le président turc Erdogan a évoqué le franchissement d'une ligne rouge et menacé de rompre les relations diplomatiques avec Israël. Enfin, le Hamas a appelé au déclenchement d'une nouvelle intifada. L'escalade de violence attendue n'a cependant pas eu lieu.
Les affrontements qui ont opposé les populations palestiniennes à la police israélienne sont restés sporadiques. L'autorité palestinienne n'en ressort pas moins affaiblie de cette crise et la division des partis et la résignation des habitants de Jérusalem-Est sont autant de facteurs qui entravent le processus de paix auquel les Palestiniens semblent ne plus croire. Dans ce contexte international extrêmement tendu, Emmanuel Macron a reçu le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, le 10 décembre à l'Élysée. Le président y a réaffirmé son opposition à une initiative qualifiée d'unilatérale et de contraire au droit international et dangereuse pour la paix. Il a invité M. Netanyahou à donner une chance à cette paix en reprenant les négociations avec l'autorité palestinienne. Sur cette question, François Bujon de Letton. Mon cher Philippe, je crois que vous avez fort bien fait de relativiser dans votre propos introductif les effets de la déclaration de M. Trump. Il n'est pas très facile d'y voir clair dans les conséquences que cela va avoir, mais on va essayer de trouver quelques points d'ancrage. Le premier, c'est que il ne fait absolument aucun doute que la déclaration de M. Trump est tout à fait regrettable, pour reprendre, entre guillemets, le mot du communiqué publié par l'Élysée après cette déclaration. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation tout à fait unanime. C'est rare d'entendre l'unanimité s'exprimer sur le problème israélo-palestinien, mais la condamnation de cette déclaration a été à peu près unanime. Je dis bien à peu près, parce que comme toujours, les Chinois ne disent jamais rien dans l'affaire israélo-palestinienne, ils s'abstiennent toujours au Conseil de sécurité. Mais là, tous les Européens ont condamné cette déclaration, y compris le Royaume-Uni, dans des termes assez vifs, et il faut quand même plonger dans les souvenirs pour retrouver des cas dans lesquels Downing Street se dissocie aussi bruyamment d'une initiative américaine. La Russie également a condamné, bien entendu, tous les États arabes et beaucoup d'États à travers le monde. Il ne fait aucun doute que la déclaration de M. Trump est malheureuse, qu'elle est inopportune, qu'elle est gratuite. Elle intervient un peu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, puisque dans le paysage extraordinairement troublé du Moyen-Orient, extraordinairement troublé, le moins troublé était le front israélo-palestinien qui, au fond, ne bougeait guère pour l'instant. Alors c'est une vieille histoire, vous avez raison de le rappeler. Le Congrès a voté en effet en 1995 de façon très nette son penchant pour reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Je dis très net parce que si ma mémoire est bonne, le vote au Sénat était de 98 voix contre 2, ce qui est quand même assez rare, n'est-ce pas ? C'était en 95 et ceci était assorti d'une possibilité de suspendre de 6 mois en 6 mois l'application de cette loi si les circonstances le justifiaient. Or, depuis 1995, tous les présidents des États-Unis, sans aucune exception, de 6 mois en 6 mois, ont suspendu l'application de cette loi. Mais enfin, la tentation aux États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël existe depuis très longtemps. Et moi, j'ai des souvenirs personnels de mes années à Washington. Chaque fois que le Premier ministre d'Israël, qui a été M. Netanyahou en multiples circonstances, venait s'adresser au Congrès et parlait de Jérusalem comme de la capitale éternelle du peuple juif, les 2/3 des auditeurs, au moins, si ce n'est les 3/4, se levaient pour l'applaudir bruyamment et de façon prolongée. Donc, M. Trump se situe bien dans ce courant. Alors, ce qui est la déclaration, on peut en penser tout le mal que l'on en pense et le dire. Elle confirme que M. Trump est un pyromane. Il aime effectivement se promener avec une allumette à la main à côté des meules de foin. Il se moque complètement des conséquences géopolitiques parce qu'au fond, ce n'est pas de la diplomatie que fait M. Trump. Il ne s'intéresse pas à la diplomatie. Il fait de la politique. Et lui, la politique, ça consiste à nourrir sa base électorale, qui est d'ailleurs, nous l'avons toujours dit, extraordinairement stable, autour de 36%, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve ou qu'il vente, et c'est à elle qu'il s'adresse. Sa base électorale, elle inclut tous les chrétiens conservateurs du Sud, qui sont fanatiquement pro-Israël, et qui, bien entendu, avaient beaucoup apprécié le fait que, dans ses promesses électorales, il avait annoncé son intention de transférer la capitale de Tel Aviv à Jérusalem. Alors ça, c'est une chose. La seconde, c'est que les conséquences ne sont en effet pas aussi graves qu'on aurait pu le craindre. Vous avez raison, Philippe, de souligner qu'il y a eu des incidents sporadiques, il y a même eu des morts, malheureusement, et des blessés, à Nasrallah, à Ramallah, je veux dire, à Naplouse, en d'autres lieux, à Gaza. Mais il n'y a pas eu la mobilisation gigantesque et l'incendie que l'on pouvait craindre, en effet. Le Hamas a appelé une nouvelle intifada, mais on a l'impression que les Palestiniens sont réservés à l'égard d'une nouvelle mobilisation, comme s'ils étaient au fond résignés, désespérés de leur situation.
Alors, si on veut aller dans ce sens-là, on peut dire aussi que la déclaration de M. Trump elle-même n'est pas aussi grave qu'on aurait pu le craindre. D'abord, il n'a rien dit des limites de Jérusalem, ce qui permet d'imaginer que la porte reste ouverte à l'idée d'un deuxième État palestinien, celui-là, qui aurait aussi Jérusalem comme capitale. Ça n'est pas complètement exclu. Il a dit dans des déclarations postérieures qu'il restait favorable à la solution des deux États. C'est un peu du lip service, comme on dit, parce qu'il n'est pas très engagé là-dedans. Il n'a rien dit des frontières de 1967. Et quant au transfert de l'ambassade, il a dit qu'elle aurait lieu dans l'avenir. Mais c'est ce qu'au fond on dit depuis 1995. Il n'a pas dit qu'elle aurait lieu dans 3 mois, dans 6 ou dans 9. Et la situation reste un petit peu en l'état. Ensuite, je pense que ce qui reste de l'appareil diplomatique américain, parce qu'il en reste quand même quelques débris, va ramer à contre-courant dans toutes les semaines et les mois qui viennent pour essayer de minimiser la portée des déclarations de M. Trump. Et quant aux États arabes, c'est là-dessus que je voudrais réfléchir 2 secondes, ils ont vraiment fait service minimum. Ils ont déploré, condamné, etc. Ce sont d'ailleurs les non-arabes qui sont les plus stridents. C'est le gouvernement turc et le gouvernement iranien qui ont été, comme par hasard, ceux qui ont protesté le plus vigoureusement et qui se posent les uns et les autres comme les défenseurs de l'État d'Israël. M. Erdogan a même réuni en Turquie une conférence de coopération islamique et s'efforce de prendre la tête d'une sainte alliance pro-palestinienne, en l'occurrence. Mais tout ceci fait apparaître que le conflit israélo-palestinien a cessé d'être central au Moyen-Orient et est, comme on dit si bien en anglais, sur le back burner. En réalité, il y a d'autres sujets. Il y a l'Iran, il y a l'affirmation de l'Iran, il y a la coalition anti-Iran qui s'esquisse avec l'Arabie Saoudite, Israël, les Émirats Arabes Unis et les États-Unis. Et les Israéliens eux-mêmes considèrent que le conflit palestinien reste gérable. C'est un conflit de basse intensité avec lequel, au fond, on peut vivre, on sait le traiter. Ce qui, par contre, est la vraie menace, c'est le Hezbollah, c'est-à-dire l'Iran. François Sureau. Je serai extrêmement bref, parce que si je ne devais pas l'être, nous rentrerions dans une longue discussion, mais je diffère absolument de tout ce qui vient d'être dit. Je pense que, en réalité, je vais paraître tout aussi sioniste que je suis pas favorable au peuple corse. Je trouve que la diplomatie est un exercice très intéressant, dont une part essentielle de l'activité consiste à voiler le réel jusqu'au moment où la catastrophe intervient. Et à mes yeux, il est absolument clair que Jérusalem est naturellement la capitale de l'État d'Israël, et tout le reste n'est que fichesse théologique et politique. Les chrétiens ne peuvent se prévaloir d'aucun droit sur cette terre, eu égard au fait que ce qui leur est demandé est d'adorer Dieu en esprit et en vérité, non pas dans un lieu spécifique, ce qui est prévu dans l'Évangile. Et quant aux musulmans qui ne se prévalent qu'en réalité de la succession historique, que dirions-nous s'ils déclaraient demain que la butte Montmartre était le 5e lieu de l'islam? Donc à mes yeux, Jérusalem est très certainement la capitale de l'État d'Israël. Ce que tout le monde sait, y compris, et le seul point sur lequel je puis me prévaloir d'une certaine expérience, c'est ma connaissance intime de l'Égypte, y compris la plupart des Arabes eux-mêmes, ce qui explique en réalité la faible intensité de la réaction à cette déclaration qui, pour eux-mêmes, en dehors de la propagande et de la nécessité politique de cajoler la rue, relève absolument de l'évidence. Il est évident que pour la plupart des Arabes, informés et éduqués, Jérusalem est naturellement la capitale de l'État d'Israël. Et la seule vraie question qui se pose à partir de maintenant, à mes yeux du moins, c'est de savoir quel degré... Alors, il ne suffit pas qu'une décision réaliste, correspondant absolument à ce qui existe dans la réalité, soit prise par un barjot, le président Trump, pour qu'elle soit privée par là même de toute validité. Et la seule vraie question, c'est de savoir, à mes yeux, quel est le degré d'intelligence dont les Israéliens et les Américains vont pouvoir user pour satisfaire les demandes que les Arabes modérés pourraient présenter en fonction de l'acceptation par eux d'une renonciation qui n'en est pas vraiment une, puisque eux savaient pertinemment, contrairement à la quasi-totalité des gouvernements occidentaux qui flattent la rue arabe depuis 50 ans, puisque eux savaient pertinemment que Jérusalem était la capitale de l'État d'Israël et que Trump ne fait rien d'autre que dénoncer un truisme. Et donc la véritable question maintenant, c'est l'intelligence des Arabes pour présenter une compensation nécessaire à une renonciation qui, au fond, ne les laisse pas vraiment. Marc-Olivier Pallis. Oui, la position de François Sureau renvoie à la question de savoir si on est dans une histoire séculière ou une histoire théologique. Dire que c'est naturellement la capitale d'Israël, c'est être dans une histoire eschatologique finalement et pas séculière.
Et avec Jérusalem, justement, on n'est jamais complètement dans une histoire séculière. Je voulais revenir sur ce point, sur la pression qui s'exerce aux États-Unis sur les conservateurs et le président américain en particulier. D'où vient cette pression? Pourquoi les Américains sont-ils aussi, les républicains, les plus conservateurs et notamment les plus religieux, sont-ils à ce point attachés à Israël et à Jérusalem comme capitale? C'est que ça, c'est lié à quelque chose qu'on connaît très mal en France, qui est le millénarisme protestant, c'est-à-dire vraiment l'idée des protestants, notamment des évangéliques protestants, que la fin des temps n'adviendra que quand tous les Juifs seront rassemblés sur la terre d'Israël et que ils se convertiront au christianisme à ce moment-là, et à ce moment-là, la fin des temps pourra advenir. Et aussi curieux que ça puisse paraître, la fin des temps, il ne faut pas simplement l'attendre, il ne faut pas simplement l'espérer, il faut aussi l'accélérer. Et cette politique vise à inscrire le temps qui pour nous est un temps séculier dans un temps, dans le fond, eschatologique et millénariste. Et donc, évidemment, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger puisque c'est le salut qui est en question là-dedans. Et ce qui est très étonnant dans la politique américaine, c'est que dans les suites de la contre-révolution culturelle des années 80, ces mobilisations religieuses ont pesé de plus en plus lourd sur le Parti républicain et notamment sur les présidents américains. Mais c'est une histoire très ancienne, d'ailleurs, qui a marqué aussi la diplomatie britannique, parce que au moment de l'expédition de Bonaparte en Égypte, la rumeur avait couru qu'il était allé jusqu'à Jérusalem, il n'est pas allé jusqu'à Jérusalem, et qu'à Jérusalem, il s'était adressé aux Juifs en leur promettant un État. Et à nouveau, les sectes millénaristes, là pour le coup britanniques, étaient en effervescence avec cette idée que les Juifs pourraient bientôt avoir un État. Et c'est pour ça que les Britanniques ont toujours eu cette diplomatie favorable à l'installation des Juifs en terre d'Israël jusqu'à la déclaration Balfour, etc. Et la France, par opposition aux Britanniques, a toujours eu la position que Israël devait être une ville internationale et non pas la capitale d'un État. Et ce conflit entre la France, par exemple, qui se présentait comme protectrice des catholiques, et les Russes, qui étaient protecteurs des orthodoxes, a mené à la guerre de Crimée. Donc, ça a des effets politiques, historiques extrêmement forts. Et donc, revenir aujourd'hui brutalement sur le statut international d'Israël, c'est tout de même un geste d'une portée historique extrêmement grave et qui pose en outre la question de ce qui peut rester à négocier dans un accord. Parce que entre Palestiniens et Israéliens, il était toujours implicitement convenu que le statut d'Israël ferait partie de la négociation finale. De Jérusalem. De Jérusalem, pardon. Et s'il n'y a plus rien à négocier là-dessus, qu'est-ce qui reste à négocier? Et s'il n'y a rien à négocier, comment éviter le retour de la violence? Donc, l'idée que la prétention de Trump de continuer un rôle de médiateur ici est complètement grotesque. Jean-Louis Bourlange? Oui, je crois effectivement que je trouve assez pertinent cette distinction entre les deux histoires. Et je pense qu'on ne peut pas faire abstraction dans la décision américaine. Je ne parle pas seulement de la décision du président Trump, mais de la loi qui avait été votée dans les années 90, du fait qu'on est dans une situation concrète, temporelle, extrêmement précise, et que prendre une décision de cet ordre, ça bouleverse des situations démographiques avec une présence arabe et musulmane extrêmement forte. Ça a des incidences culturelles, ça a des incidences politiques. Il y a toute une réalité de l'histoire des lieux saints et juridiques, parce qu'on a des décisions des Nations Unies. Tout ça est très fortement secoué par une décision de cet ordre, même si ça renvoie à des choses importantes. Il est évident que d'une certaine façon, Jérusalem appartient à tout le monde et que la déclaration de contrôle unilatéral, d'identification de l'État d'Israël de Jérusalem à l'État d'Israël, c'est un déplacement très important de l'équilibre avant toute réelle négociation entre des gens qui sont à des titres divers parties prenantes. Mais là où je serais d'accord avec François Bujon de l'Étang, c'est pour dire que ce qui me frappe, c'est la faiblesse des réactions.
On a vu tout à fait le cœur des nations arabes, des journalistes qui dit renaissance de l'intifada, une décision qui va mettre le feu aux poudres, etc. Et en réalité, il ne se produit pas grand-chose de cet ordre. On a l'impression d'une immense lassitude des opinions concernées face à un problème éternellement remis dans le débat public et pour lequel personne n'a de solution. Il y a une lassitude. Les héros sont fatigués de combattre sur ce thème. Alors pourquoi sont-ils... D'abord, c'est pas évident dans une poudrière comme celle du Moyen-Orient que ça n'ait pas quand même un effet explosif indirect à un moment ou à un autre. Mais pourquoi cette lassitude? Pourquoi sont-ils fatigués? Je crois qu'il y a des causes assez profondes. D'abord, je pense qu'il y a une baisse du sentiment de la volonté d'équité, de paix, d'égalité, parce que derrière cette idée, il y a la rupture de l'égalité entre les Israël et les Arabes, et la remise en cause, en fait, des deux États. C'est ça l'implicite de cette affaire. Les deux, on a toujours dit, deux États, le président Macron l'a rappelé, vivant dans des frontières sûres, garanties, équilibrées, etc. Enfin, toute la chose qui avait conduit à Yitzhak Rabin, Sadat et quelques autres à essayer de trouver une solution à l'occidental, respectueuse de nos valeurs, respectueuse de nos droits. Tout ça, on s'en fout maintenant. Le monde est devenu beaucoup plus violent, les préoccupations d'égalité sont très secondaires, la Chine joue un rôle essentiel dans l'ensemble de la société internationale et elle a pour principe de n'admettre aucune sorte de conditionnalité, et donc il y a une espèce après la Syrie, après les violences partout, il y a une espèce de résignation à l'iniquité, à l'état de violence, au droit du plus fort. Bon. Et deuxièmement, Israël, après tout, les Arabes ont fait, la Syrie s'est comportée très mal, l'Irak est à feu et à sang, Israël dérive à droite, les protagonistes n'ont pas l'air très vertueux ni très sympathiques. Mais il y a, me semble-t-il, autre chose, c'est que les grands enjeux, comme diraient les évêques dans d'autres circonstances, d'autres enjeux nous sollicitent. Ils avaient dit ça sur l'école libre en 84. D'autres enjeux nous sollicitent, et notamment les querelles internes au monde musulman, l'affrontement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, l'affrontement entre les chiites et les sunnites, le rôle central que joue par exemple l'Iran aujourd'hui dans le maintien d'une situation impossible en Syrie, alors que même les Russes voudraient évoluer et amener Bachar el-Assad à accepter un statu quo, enfin pas un statu quo, mais un mode d'organisation de la Syrie un peu plus respectueux des minorités. On voit bien que tout ça est très très combattu par les Iraniens, et donc on a l'enjeu au Yémen, on a l'enjeu au Qatar, on a un Moyen-Orient qui est vraiment en convulsion, et on en a un peu par-dessus la tête de l'éternel problème posé par l'affrontement insoluble des Palestiniens et des Israéliens, et même les Égyptiens, même tout le monde, ils en ont marre, quoi. Tout le monde en a marre de ce truc. François Bujon. Oui, c'est vrai. Il y a une espèce, je disais, de désespérance, ou en tout cas de résignation, qui est très forte, y compris chez les principaux intéressés, c'est-à-dire chez les Palestiniens. Alors, je comprends que François Sureau est en désaccord avec l'analyse que j'ai faite, et que lui estime que Jérusalem est la capitale éternelle et toujours du peuple d'Israël, mais je suis peiné de voir qu'un avocat aussi distingué ignore du coup complètement tout ce qui s'est passé en droit international depuis 1949. Il y a eu des résolutions des Nations Unies, il y a les revendications d'un statut international de Jérusalem, il y a la position du Saint-Siège, il y a tout un acquis juridique dont M. Trump fait fi. Alors, sur M. Trump, je porte probablement le même jugement que vous tous, mais je reviendrai simplement sur un point qui est la recherche d'une paix israélo-palestinienne. Je crois que l'un des enseignements de ce dernier épisode, c'est que le processus de paix est mort, il est vraiment mort. On continue à parler par habitude du processus de paix israélo-palestinien. Il n'y a pas de processus. C'est fini. Il y avait Oslo,
Il y a 25 ans, les accords d'Oslo, qui ont fait naître un espoir. Il y a la poignée de main Arafat-Rabin sur les pelouses de la Maison-Blanche. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des tentatives. M. Clinton a fait une vaillante tentative dans la dernière année de son deuxième mandat. M. Obama, à qui on ne fait pas suffisamment crédit, a fait 2 fois des tentatives de réactiver le processus de paix pendant la première année de son premier mandat et ensuite pendant la première année de son second mandat. Personne n'y arrive, personne n'y parvient et le processus de paix est tout à fait mort. Quand M. Macron incite M. Netanyahou à faire un geste en direction des Palestiniens, il a raison, mais il n'y croit probablement pas et M. Netanyahou n'a pas la moindre intention de faire le moindre geste. François Suron. Oui, je ne me lancerai pas dans un débat sur le droit international qui me paraît globalement quelque chose d'assez peu sérieux, surtout lorsqu'il est manié par l'ONU, à l'exception de la recherche des criminels de guerre internationaux, mais ce serait un autre débat. Mais c'est pas là que c'est le mieux illustré, d'ailleurs. Oui, enfin, au moins, il y a au moins, depuis Nuremberg, des positions de principe intéressantes. Mais ce qui me paraît juste dans ce que vient de dire M. Bujon de l'Étang, c'est que, en réalité, si vous voulez, c'est un théâtre d'ombre. C'est-à-dire que, de même qu'on ne pense pas que Jérusalem puisse être la capitale de l'État d'Israël, contre toute évidence, on explique que ça va compromettre un processus de paix qui a cessé d'exister. L'espoir fou que j'ai, c'est que d'une certaine manière, cette situation, comme toute situation réaliste, comme toute prise de position réaliste, même émise par un demi-maboule, entraîne d'une certaine manière la relance de quelque chose à partir de bases raisonnables. Parce que précisément, nous aurons fait un retour au réel, et ce retour au réel, peut passer pour moi par la reconnaissance de l'évidence, à partir de quoi j'espère qu'il sera possible de faire autre chose que de tenir les mêmes billevesées depuis 20 ans, 2 États, un statut international, dont en réalité on sait bien que profondément personne ne veut. Je vous remercie. Nous sommes maintenant arrivés à l'heure des brèves. Avant cette heure des brèves, je voudrais donc dire à nos auditeurs que selon une... Non, Jean-Louis Bourlange, je voulais ajouter quelque chose. Je voulais simplement vous faire signe pour dire que j'avais une brève qui prendrait peut-être 1 minute de plus. Très bien. Contrairement à mes habitudes. Oui. Je vois que vous vous faites violence et je vous en remercie. La semaine prochaine commence la série des thématiques traditionnelles pendant les périodes de fête. La première de ces thématiques portera sur les nouvelles offres de presse. Vous savez qu'elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses sur le papier, elles sont nombreuses sur le net. Elles sont même quelquefois aussi nombreuses sur les deux en même temps. Et il y aura autour de cette table Laurent Beccaria qui lance Hebdo au mois de janvier. Il y aura aussi Jacques Transo qui s'occupe de nouvelles nouveaux médias, enfin pas nouveaux médias, Médiacité. Voilà, pardon, Médiacité, qui est donc sur le net le magazine qui mène des enquêtes sur les grandes métropoles. Il y aura le COI, la responsable du lancement de COI, qui est un magazine papier qui s'intéresse aux communautés asiatiques ou aux personnes d'origine asiatique ou aux personnes d'origine non asiatique mais qui s'intéressent à l'Asie. Et il y aura également Julien Neuville qui est le responsable de Nouvelles Écoutes, ensemble de podcasts à l'intérieur duquel se situe cette émission. La semaine suivante, nous ferons une sorte de retour et de point sur l'historiographie de la guerre de 14 avec l'historienne Annette Becker. Et la semaine d'après, selon toute vraisemblance, nous nous intéresserons au Portugal avec Yves Léonard qui a publié aux éditions Chantaigne une histoire du Portugal contemporain de 1890 à nos jours. Et comme vous le savez, le Portugal intéresse périodiquement, sporadiquement, devrais-je dire, et ces derniers temps, notamment en raison de ses résultats économiques inattendus qui font que pour certains, il est devenu une sorte de modèle européen. Je voudrais maintenant passer aux brèves à proprement parler et signaler, j'avais déjà ici dit tout le bien que je pensais du travail de Julie Deliquet, qui dans le monde de la mise en scène est quelqu'un qui a une personnalité extrêmement forte et qui réussit, me semble-t-il, remarquablement. Elle avait, avec beaucoup de succès, monté au Théâtre du Vieux-Colombier de la Comédie Française Vania, et elle vient de monter un spectacle qu'on peut voir jusqu'au 12 janvier au Théâtre de la Bastille, qui s'appelle Mélancolie, avec un S entre parenthèses, et qui est la fusion des Trois Sœurs et d'Ivanov. Donc on est en plein dans Tchekhov. Il y a davantage d'Ivanov que des Trois Sœurs, mais c'est un travail très étrange, parce qu'il s'agit d'improviser
à partir du texte de Tchekhov, les comédiens n'ajoutent pratiquement rien, sauf quelques petites chevilles pour que les choses tiennent ensemble, et ils montent avec cette excellente idée de marier ces deux pièces, ils montent un spectacle qui est extrêmement fort et extrêmement naturel, et qui, au fond, on parle beaucoup de revisite. C'est pas la revisite, ça. C'est d'avoir pris ce texte de Tchekhov et de lui donner, de lui permettre d'avoir tout son naturel. Et je trouve que Julie Deliquet est quelqu'un de tout à fait remarquable. François Bujon de l'Étang. Je voudrais encourager ceux de nos auditeurs qui y sont tentés de se précipiter au Grand Palais pour voir l'exposition Gauguin, tant qu'il est encore temps, puisqu'elle va se terminer, je crois, à la mi-janvier. Je sais que certains critiques ont exposé des réserves, mais il y a toujours des esprits chagrins. C'est une magnifique exposition. C'est un éblouissement de couleurs. Et elle a le mérite de montrer des œuvres de Gauguin qu'on ne voit pas souvent, notamment des sculptures ou des céramiques, par exemple, que l'on ne voit pas beaucoup. Mais beaucoup de ces grands tableaux sont exposés, y compris certains de ceux qui se trouvent dans les musées russes, notamment au musée Pouchkine, et qui étaient déjà venus à Paris avec la collection Choukine l'année dernière. On les retrouve dans une exposition qui est très complète, qui est très belle, et qui, je dois dire, est une joie à visiter. Marc-Olivier Padis. On a lu beaucoup de commentaires dans les médias à propos de l'enterrement de Johnny Hallyday. Et parmi de nombreux commentaires, j'y trouvais un commentaire par anticipation, en quelque sorte, écrit par Marcel Proust dans Les Plaisirs et les Jours. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire une citation courte de quelques lignes. « Détestez la mauvaise musique, ne la méprisez pas. Comme on la joue, comme on la chante bien plus passionnément que la bonne, bien plus qu'elle, elle s'est peu à peu remplie du rêve et des larmes des hommes, qu'elle vous soit par là vénérable. Sa place, nulle dans l'histoire de l'art, est immense dans l'histoire sentimentale des sociétés. Le respect, je ne dis pas l'amour de la mauvaise musique, n'est pas seulement une forme de ce qu'on pourrait appeler la charité du bon goût ou son scepticisme, c'est encore la conscience de l'importance du rôle social de la musique. » À propos de la cérémonie conduite par le président de la République autour de l'enterrement de Johnny Hallyday, le tweet le plus drôle que j'ai lu disait « Ça me rappelle quand le général de Gaulle a fait entonner l'accordéoniste à l'enterrement d'Édith Piaf. » François Sureau. Moi, je voudrais recommander deux choses que j'ai vues récemment et qui sont deux expositions qui sont encore ouvertes. L'une, c'est l'exposition Karmitz, qui s'appelle Étrangers résidents à la Maison Rouge et qui est une collection de photographies sur l'histoire du XXe siècle, qui est absolument exceptionnelle. Et l'autre, aussi surprenante, c'est une exposition qui a lieu au musée de la Légion d'honneur, qui est en face du quai d'Orsay, du musée d'Orsay à Paris. Et cette exposition expose 100 portraits du peintre Eugène Burnand, qui est un peintre assez extraordinaire. Eugène Burnand était un peintre vaudois qui a dû mourir dans les années 30, fils de pasteur, et qui a fait des tableaux religieux qui marquent par leur grand réalisme. Et à tel point qu'il a été accusé d'être devenu inutile à l'époque de la photographie. Et pour montrer que ça n'était pas le cas, il a demandé au maréchal Foch l'autorisation de peindre des portraits de soldats de la Grande Guerre. Ce sont des pastels qui sont peints de face comme si c'était des photographies. Il faisait venir chez lui ces modèles, le malgache, le slovène, le serbe, le monténégrin, le français, le chasseur alpin, le légionnaire arménien, passaient des semaines retirés du front dans la villa d'Eugène Burnand, qui les peignait. Et ces 100 portraits de la Grande Guerre sont exposés dans une grande salle. Ce sont toutes les nations alliées, représentées par des têtes d'hommes. Et c'est une exposition absolument bouleversante. Jean-Louis Bourlange. Oui, on est dans les cérémonies religieuses et les obsèques. Je voudrais dire que j'ai été très ému. Je suis allé à Rennes jeudi pour les obsèques de mon ami François-Régis Hutin, qui était le patron, le directeur d'Ouest France, et j'ai été profondément impressionné par la cérémonie, parce que c'était vraiment là toute la Bretagne républicaine et démocratique qui était rassemblée, l'Église qui rendait hommage avec beaucoup de sobriété et de style à un homme qui était à la fois son défenseur, son protecteur et son serviteur, et
à un homme de conviction et de presse assez exceptionnel. Et je crois qu'il faut voir que ce qui a été fait dans la grande... Alors c'est une France qui disparaît peut-être, la France démocrate chrétienne des Degrés du Loup, etc., tout ce qui s'est fait à la fin du 19e et qui a émergé tout au long, qui a dominé la Bretagne tout au long du 20e siècle. Je ne crois pas qu'elle disparaisse, mais c'est quelque chose d'essentiel. Et cet homme a représenté à la tête de son journal la conciliation la volonté d'un engagement éthique qui ne serait pas partisan. Engagement chrétien, très tourné pour l'abolition de la peine de mort, vers l'accueil des réfugiés, vers l'ouverture sur l'Europe. Donc le contraire d'une vision un peu étriquée, un peu étroite, qui est, je crois, celle de Sens commun aujourd'hui. Et c'était tout à fait présent. Et je pense qu'à la tête de son journal, il incarnait cela. Je me rappelle, et je terminerai par cela, je me rappelle au moment de Maastricht, il avait réuni sa rédaction pour poser la question, non pas imposer la ligne du patron, la ligne de la direction, mais pour poser la question à sa rédaction de savoir s'il fallait s'engager pour ce traité européen. Peut-être avait-il tort, je pense qu'il avait raison, et la rédaction dans son ensemble avait accueilli cette idée et avait porté dans le plus grand journal français, quand on voit l'exiguïté de la victoire du oui sur le non, ça a sans doute été assez décisif, avait porté cette idée. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas par les voies de l'autorité hiérarchique, mais par la voie de la mobilisation d'un corps social, qui était le corps des rédacteurs de Ouest France, que cette affaire a été faite. Et je crois qu'il faut rendre hommage à ce très grand patron de presse et ce très grand humaniste. J'ajoute qu'on peut lire l'éditorial posthume que François-Régis Hutin avait écrit dans l'idée qui commence par « Quand vous lirez ces lignes, je ne serai plus parmi vous ». Il a écrit un long éditorial dans lequel il explique notamment sa conception du journalisme et ce qu'il croit avoir fait et ce qu'il espère avoir fait avec Ouest France, et qu'en effet qu'il a réussi dans le contenu, mais aussi dans le succès. Car c'est, comme vous l'avez dit, la plus grande circulation, le plus grand journal de France. J'ajouterais un tout petit mot. Son dernier article, c'était Paix à Jérusalem. Paix pour Jérusalem. Donc, il est mort. Jeanne-Françoise, sa femme, m'a dit, il est mort juste après. Je vous remercie. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour cette thématique sur les nouvelles offres de presse. Et donc, je vous renvoie aussi à notre site, le nouvel esprit public sans séparation.fr, où vous trouverez toutes les merveilles que j'ai annoncées tout à l'heure et dont j'espère que vous nous ferez la critique.